Bonjour Pierre Mazet. Bonjour Gilles. Heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire assez stéphanoise finalement, même si elle est universelle. C'est Le Chasseur français, une histoire stéphanoise. On va parler d'un ouvrage pas commun, encore une fois. J'ai envie de vous demander, Pierre, par ce beau temps aujourd'hui, Pierre, vous êtes devenu chasseur? Non, je serais aussi maladroit avec un fusil qu'avec un marteau. Comme Donc, moi. il vaut mieux ne pas toucher aux outils comme ça dangereux. Donc voilà, on va parler du chasseur français, même si aujourd'hui, peu de gens vont chercher l'âme sœur dans la rubrique mariage du chasseur français. Puisqu'on peut dire que, on en parlera tout à l'heure, mais c'est la chronique mariage qui l'a rendu célèbre. Voilà. Et c'est un magazine qui porte gentiment ses 134 ans et qui a été vraiment un précurseur en la matière. Mais, comme vous le savez, le Minitel, Internet sont passés par là et on va de moins en moins chercher l'âme sœur sur le chasseur français. Alors, il a été créé en juin 1885 avec une périodicité mensuelle qu'on retrouve aujourd'hui. C'était un journal imprimé à Saint-Étienne sur 4 pages grand folio. Et il se voulait un journal populaire. La preuve, son abonnement coûtait 1 franc. Et il s'intéressait à tout ce qui touchait à la chasse. Chiens, mœurs du gibier, histoire naturelle, dressage, armes. Mais dans la réalité, le chasseur français apparaît immédiatement comme l'organe de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, qui s'associa aussitôt pour l'exploiter à la Société des Docks Réunis. Alors, ce journal va servir de support publicitaire à la manufacture. Alors, au départ, ça a cafouillé. Au bout de 4 mois, il y avait 5000 abonnés. Et en 1886, c'est un homme à poigne qui reprend le journal, la direction, etc. C'est Étienne Mimard, qui deviendra quelques années plus tard un des directeurs de la manufacture. On a toujours cette question dans la région, donc je vais profiter d'en faire un point. On se rend compte avec le temps, et on est en 2022, que beaucoup de gens confondent Manu France et la manufacture qui était sous l'emprise de l'État, puisque c'était le fabricant d'armes. Comment on peut aider les Stéphanois et les non-Stéphanois à faire la différence entre les deux? Peut-être qu'une bonne fois pour toutes, il faut qu'on appelle Manu France par son nom. C'était effectivement au départ une manufacture d'armes et cycles. J'ai envie de vous dire, il y en avait une privée et une publique. Une privée et une publique, mais elles étaient quand même pas sur le même créneau. Tout à fait. Mais en fait, ça servait quand même à tirer des balles. Oui, mais Manu France avait d'autres fabrications que les armes. Allez, on en revient au chasseur français. Juste une dernière aparté. On a parlé de la rubrique mariage en début de chronique. Moi, je ne savais pas qu'un mariage, ça faisait partie de la chasse aussi. C'est peut-être pour ça qu'on dit aujourd'hui chasser quand on va, entre guillemets, draguer. Et donc, Étienne Mimard, il allait donc tout changer. Exactement. Donc, c'est à la veille de la Première Guerre, le chasseur français va changer progressivement de formule. Et dans l'entre-deux-guerres, son tirage approche les 400 000. C'est un des tout premiers journaux de la presse mensuelle. Il a repris, après-guerre, il reprend une ascension rapide et on atteint un maximum de tirage en 1970 où on est à près de 850 000. Donc vous imaginez, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de journaux qui aujourd'hui puissent prétendre à ce tirage. Mais aujourd'hui c'est difficile parce qu'avec Internet c'est de moins en moins de papier. Oui, voilà. Alors en fait, le chasseur français apparaît très rapidement comme ce que les Américains appellent un house organ. En fait, c'est un journal de la maison. Ces publications sont destinées avant tout à informer la clientèle potentielle de Manu France. C'est une des exceptions. En France, c'était le premier qui, en quelque sorte, se servait d'un support écrit sur des sujets
qui tournait autour des objets que la maison vendait. Et produisait. Et produisait. Et donc, ça a été vraiment un des rares à connaître même un destin aussi brillant. Hein. L'idée qui est derrière, bien entendu, c'est de développer la vente par correspondance. Puisque depuis les années 1880, on a libéralisé un peu la manière d'envoyer par la poste, et le chasseur français devient un instrument, et peut-être le principal, qui devait faire de Manu France ce qu'on a connu, c'est-à-dire une des premières sociétés de vente par correspondance française. Pour la petite histoire, on peut aussi noter que sur ce journal, ce magazine, je ne sais pas comment il faut l'appeler précisément, il y avait quand même 50% de la publication qui était dédiée aux réclames et aux pubs finalement. Oui, bien sûr. Même si à l'époque on n'appelait pas ça de la pub, mais des annonces. Mmh. Alors quand est-ce qu'elles sont arrivées, ces fameuses demandes en mariage sur ce chasseur français? Alors, je vais vous décevoir, hein, c'est... Ah, pas du tout. Pourquoi je serais déçu? Je veux plus me marier. Non, en fait, les annonces de mariage sont les dernières venues. J'allais dire, à la fin du 19e siècle, elles apparaissent presque clandestinement. Elles sont au milieu d'annonces dites hors classification ou annonces légales, au milieu d'objets divers. On peut trouver l'offre de mariage d'une institutrice ou la proposition de parents cherchant un gendre entre celle de la vente d'un moteur à pétrole ou d'une machine à vapeur. Mais, à partir de juillet 1903, la rubrique mariage est inaugurée. Je vous interromps, mais j'avais envie de vous dire, à l'époque, c'était presque un mix entre Le Bon Coin et Mythique, quoi. Oui, c'est... Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces petites annonces décrivent en filigrane, au fond, la société française. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on a presque plus d'un siècle de petites annonces. Alors, on peut mesurer, à travers l'évolution de ces petites annonces, les rapports, au fond, qui s'entretenaient dans les ménages. Alors, je vous cite un exemple, hein, une annonce de janvier 1899. On a jeune homme, 28 ans, grand, brun, physiquement bien, ayant des économies. Très important. Et une belle position dans le commerce, désire mariage avec une femme d'intérieur, irréprochable sous tout rapport, grande et physiquement bien, ayant maximum 20 ans, dot minimum 50 000 francs. Donc on voit, là on a en filigrane la description de ce qu'était un mariage petit bourgeois. Non mais on voulait vraiment un produit, on ne voulait pas une personne, on voulait un produit là. Oui, c'est-à-dire la société en elle-même, j'allais dire, ou l'imagination, ou comme on se la représente à l'époque, bon voilà, le ménage doit être bien tenu, voilà, l'homme satisfait. La femme objet un peu. Voilà, exactement. C'est une autre époque. Hein. On est toujours en train de juger aujourd'hui ce qu'on a fait dans le passé, mais c'est d'autres références, donc c'est difficile de faire des parallèles, je trouve, entre les époques. Ah non, mais voilà, on peut constater qu'au travers de cette petite annonce, on voit comment s'imaginaient les hommes de l'époque leur rapport à l'intérieur du ménage. Moi, je la trouve très bien, cette annonce. Je me retrouve un peu jeune homme, brun, grand, physique bien. Ouais, je me vois bien dans cette annonce. Alors, il n'y a pas que les hommes qui écrivent, hein, les femmes aussi. Et elles nous en apprennent beaucoup aussi sur leur place dans la société. Alors, je vous ai pris un exemple de 1951, et le titre, c'est « Loyal Canine ». Caline, pardon. Loyal Caline, déjà, ça donne déjà une impression. Voilà. Bon, alors, elle se décrit de manière impulsive, loyale, très câline, voilà, sportive, instruction secondaire, dactylo. Ah, ça, c'est important d'être dactylo. Voilà. On voit déjà qu'elle a un travail, ce qui n'était pas le cas précédemment. Hein. Tout à fait. 1,60 m, épouserait de préférence un homme colonial, intelligent et bon. Alors,
Alors, qu'est-ce qu'on appelait à l'époque un homme colonial? Oh, c'est probablement Un peut-être aventurier? un ancien militaire qui aurait fait son service dans l'économie, D'accord. ou un fonctionnaire colonial qui reviendrait. Hein. Il y a peut-être une certaine recherche De voyage ou voilà, d'exotisme. Voilà. Hein. Et en 1922, voilà, j'allais dire, on est patriote et pragmatique. Parce que voilà une annonce d'une orpheline, distinguée, jolie, parfaite femme d'intérieur, qualité morale, épouserait gentleman fortuné, situation impeccable, 35 à 55 éducation, ans. même. Voilà, éducation impeccable, mutilé de guerre, allié ou veuf serait accepté. C'est Donc voilà. des vrais sketchs. Hein. Voilà, elle précise, et effectivement, il faut se remettre aussi dans la situation de l'après-guerre. Si elle accepte un homme de 35 à 55 ans, C'est large. Hein. et oui, parce qu'on voit bien que... Il y a pénurie. Il y a pénurie de main-d'œuvre. Pénurie un peu, effectivement, d'hommes à marier. C'est pas... C'est terrible, hein, mais c'est comme ça. Hein. Et puis on voit qu'en 1984, on n'hésite pas à être plus direct. Ces jeunes femmes avec 3 enfants, 2 chiens, de très grande race, recherchent mari très riche, cette fois-là. En cherchant bien, depuis 84, elle a dû trouver. Oui. Alors, on ne se marie plus avec le chercheur français aujourd'hui. Oh, on se marie plus, si, probablement encore un peu. Mais évidemment, il y a Mythique, Adopte un mec, Match.com. Je vois que vous avez des bonnes informations. Ah ben, hein. absolument. Qui sont, mais qui n'ont rien, au fond, rien inventé. Si ce n'est qu'ils ont numérisé ce qu'avait initié le chasseur français. Mais rassurez-vous, le chasseur français s'est adapté et a lui-même créé son site de rencontre qui s'appelle tout un programme, brindamour.fr. Alors, ils doivent pas être très bons en communication, parce que j'en ai jamais entendu parler. Ah, bah oui, mais peut-être qu'il y a un site du chasseur français, vous devriez y aller voir. Mais je vais y aller d'ici 5 minutes, je suis dessus. Hein. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, le chasseur français, qui à la base était fait pour vendre des fusils, a été finalement plus... on parle de lui aujourd'hui plus pour son côté rencontre. Ah ben oui, je crois, oui, parce que on a retenu, je pense, dans l'imaginaire, on a retenu les annonces matrimoniales du chasseur français. On peut quand même aussi souligner que si ce magazine était fait pour vendre des produits également, hein, il y a toujours la marque Manufrance qui existe à Saint-Étienne et on peut toujours commander par correspondance la marque Manufrance qui est toujours sur Saint-Étienne. C'est bien moins important qu'à l'époque, mais ça existe toujours. Mais on peut toujours s'abonner au chasseur français également. Et aussi, puisque ça, si on a bien fait les recherches, ça appartient au groupe Prisma Presse aujourd'hui. Non, je crois que c'est Mondadori, Mondadori, voilà. Un italien qu'on s'appelle. Voilà. Et à un moment, il a été, je pense, à l'intérieur du groupe Bayer Presse aussi. D'accord. Donc le chasseur français, il existe toujours. Les rencontres, c'est toujours possible. Finalement, des dizaines et des décennies après, on est toujours raccord avec le chasseur français. Eh oui, 134 ans d'existence. Il y a un peu de journaux quand même qui atteignent cette longévité. Mais on est Il dans doit y avoir le Figaro, quelque chose comme ça. Je vais vous dire, on est toujours en train de supprimer des choses et on se rend compte qu'avec le temps, tout revient. Aujourd'hui, on revit le retour du vinyle pour ce qui est des disques et on commence à parler du retour du CD aussi. Donc rien n'est jamais perdu. Bientôt, on sortira nos films Super 8. Voilà. Pierre, on a fait le tour. On a fait le tour. On peut partir à la chasse. Allez, À bientôt. à bientôt.